Eh bien, bonsoir à tous. Eh bien, oui, voilà. J'ai changé de côté, là. Je suis du côté technique. En attendant que Lisandre revienne, donc je prends le potard et on va faire une émission un peu particulière, c'est-à-dire une lecture d'un livre qu'on ne trouve quasiment plus. En Pléiade, si, il existe en Pléiade. Je veux parler du Traité du Rebelle de Junger, qui était paru chez Christian Bourgois en 81. On le trouvait en point-seuil, en livre de poche. Maintenant, je pense qu'il existe dans le Pléiade, mais s'il faut se payer le Pléiade, qui coûte très cher pour trouver ce texte. Simplement, ce livre n'existe plus, on ne le trouve pas. On peut aller voir en librairie, sur les sites comme Amazon ou autres. Et sur Amazon, il est dit par exemple, nous ne savons pas quand cet article sera de nouveau provisionné, ni s'il le sera. Donc on ne sait même pas si le livre paraîtra un jour prochain. Si vous le voulez, il faut vous payer l'énorme Pléiade des œuvres complètes de Junger, le Traité du Rebelle. Moi, comme j'ai un ancien exemplaire, je vais faire une lecture de quelques extraits du livre. Bien sûr, on ne va pas lire le livre d'une façon intégrale. Junger, dans le Traité du Rebelle, quand il écrit son livre, le monstre de la mondialisation économique qui écrase l'homme, qui réduit sa liberté, il n'a pas encore la puissance qu'il a aujourd'hui. Le grand Moloch, qu'il appelle Léviathan. Alors, des extraits de ce livre, alors les ouvrages de Junger, bien connus, sur les falaises de marbre, le nœud gordien, son livre sur les drogues et approche de l'ivresse, paru en 70, dans les années 70, Le cœur aventureux, Orage d'acier, bien sûr, ses journaux et d'autres ouvrages. On se souvient de sa rencontre centenaire, il avait 100 ans, en 95, reçu à l'Élysée par Mitterrand, et puis sa mort, quelques années après, en 97, dans son sommeil, il s'est éteint, calmement, il avait 102 ans. Junger, le Traité du Rebelle. Donc, quelques extraits de ce livre qu'on ne trouve plus du tout, et je ne sais pas pourquoi il n'est pas disponible, à part en Pléiade. Ce ne sont que des extraits. Hein. Le titre du livre, c'est le Traité du Rebelle, ou le recours aux forêts. Et rebelle, par conséquent, c'est Junger qui parle, et rebelle, par conséquent, quiconque est mis par la loi de sa nature en rapport avec la liberté, relation qui l'entraîne dans le temps à une révolte contre l'automatisme et à un refus d'en admettre la conséquence éthique, le fatalisme. À le prendre ainsi, nous serons aussitôt frappés par la place que tient le recours aux forêts, et dans la pensée, et dans la réalité de nos ans, car chacun se trouve à l'heure actuelle sous le coup de la contrainte, et ses efforts pour lui faire échec ressemblent à des expériences téméraires, dont dépend bien plus encore que le destin de ceux qui ont assumé ce risque. Alors, rebelle, il précise, il dit, j'ai traduit par rebelle, faute d'un équivalent français, le mot allemand de Balganger, qui empruntait lui-même à une coutume de l'ancienne Islande, c'est ce qu'il dit, le proscrit norvégien dans le haut Moyen-Âge scandinave, qui était le proscrit, rejeté, exclu, et qui se réfugiait, partait pour pratiquer le recours aux forêts. Alors, Junger... Alors Léviathan, quand il prononce le mot Léviathan, on sait de quoi il parle. Hein. C'est ce grand Moloch qui écrase tout. Ce monstre qui est aujourd'hui colossal. Beaucoup moins à son époque lorsqu'il écrit le livre. La peur est l'un des symptômes de notre temps. Elle nous désarme d'autant plus qu'elle succède à une époque de grande liberté individuelle, où la misère même, telle que la décrit Dickens, par exemple, était presque oubliée. Comment ce passage s'est-il produit? Si l'on voulait nommer l'instant fatal, aucun, sans doute, ne conviendrait mieux que celui où sombra le Titanic. La lumière et l'ombre s'y heurtent brutalement. Les brises du progrès y rencontrent la panique. Le suprême confort se brise contre le néant. L'automatisme contre la catastrophe, qui prend alors l'aspect d'un accident de circulation. Il est de fait que les progrès de l'automatisme et ceux de la peur sont très étroitement liés, en ce que l'homme, pour prix d'allègement technique, limite sa capacité de décision. Il y gagne toutes sortes de commodités, mais en contrepartie, la perte de sa liberté ne peut que s'aggraver. La personne n'est plus dans la société comme un arbre dans la forêt,
Elle ressemble aux passagers d'un navire rapide, qui porte le nom de Titanic ou encore de Léviathan. Tant que le ciel demeure serein et de coup d'œil agréable, il ne remarque guère l'état de moindre liberté dans lequel il est tombé. Au contraire, l'optimisme éclate, la conscience d'une toute-puissance que procure la vitesse. Tout change lorsqu'on signale des îles qui crachent des flammes ou des icebergs. Alors ce n'est pas seulement la technique qui passe du confort à d'autres domaines. Le manque de liberté se fait sentir, soit que triomphent les pouvoirs élémentaires, soit que des solitaires, ayant gardé leur force, exercent une pleine autorité sur eux-mêmes. La panique va s'appesantir, là où l'automatisme gagne sans cesse du terrain et touche à ses formes parfaites, comme en Amérique. Elle y trouve son terrain d'élection. Elle se répand à travers des réseaux dont la promptitude rivalise avec celle de l'éclair. Le seul besoin de prendre les nouvelles plusieurs fois par jour est un signe d'angoisse. L'imagination s'échauffe et se paralyse de son accélération même. Toutes ces antennes des villes géantes ressemblent à des cheveux qui se dressent sur une tête. Elles appellent des contacts démoniaques. À supposer même que le néant triomphe dans la pire de ses formes, une différence subsiste alors, aussi radicale que celle du jour et de la nuit. D'un côté, le chemin s'élève vers des royaumes, le sacrifice de la vie, ou le destin du combattant qui succombe sans lâcher ses armes. De l'autre, il descend vers les bas-fonds des camps d'esclavage et des abattoirs, où les primitifs concluent avec la technique une alliance meurtrière, où l'on n'est plus un destin, mais rien qu'un numéro de plus. Or, avoir son destin propre, ou se laisser traiter comme un numéro, tel est le dilemme que chacun, certes, doit résoudre de nos jours, mais est seul à pouvoir trancher. La personne est toujours exactement pourvue de la même souveraineté qu'en toute autre période de l'histoire. Peut-être est-elle plus forte que jamais. Nous ne sommes pas impliqués dans notre seul débâcle national. Nous sommes entraînés dans une catastrophe universelle où l'on ne peut guère dire, et moins encore prophétiser, quels sont les vainqueurs et quels sont les vaincus. Nous en sommes bien plutôt parvenus au point où le simple, l'homme de la rue, que nous rencontrons chaque jour et en tout lieu, a mieux pénétré la situation que tous les gouvernements et tous les théoriciens. C'est qu'en lui subsistent les traces d'un savoir plus profond que les lieux communs du temps, de sorte qu'on adopte dans les conférences et les congrès des résolutions bien plus stupides et bien plus hasardeuses que ne le serait la sentence du premier venu. L'individu dispose d'organes où vit plus de sagesse que dans la totalité de l'organisation. Le recours aux forêts ne doit pas être interprété comme une forme d'anarchie qui s'opposerait au monde mécanique, bien que cette tentation soit forte, surtout lorsque cette décision vise en même temps à rétablir l'intimité de l'homme avec le mythe. Assurément, l'avènement du mythe se produira, il se prépare déjà, car le mythe est toujours présent et remonte à la surface, le revenu, comme un trésor. On ne revient pas en arrière pour reconquérir le mythe, on le rencontre à nouveau, quand le temps tremble jusqu'en ses bases, sous l'empire de l'extrême danger.
The wires and he said, the wires and he said, look at the houses and the top of the hills. Ma reggaeando fonte, io che se gras, gras of you inte algonario. All the nights passing through, from the sky, horses in night blue, horses in the heights. All the nights passing through, from the sky in night blue, breathing in the frost, in the frost and warm. Stone to your tree, me love for the holy tree. Stone to stone, the water, the earth on yellow. The warriors and they say, the warriors and they say, look at the houses on the top of the hills. Now hear the bomb battle, hear the bagarre azur, et wow me wow, ma azur, way azur lay down me. All the nights passing through, from the sky, houses in night blue, horses in the heights. All the nights passing through, from the sky in night blue, breathing in the frost, in the frost. Junger a parlé de la peur qui ligote l'homme et l'empêche de retrouver sa liberté. Le ligote, il est... En quelque sorte, c'est en lui que sont les instruments de sa propre libération. Junger poursuit: quelle conduite l'homme tiendra-t-il à la vue et au cœur de la catastrophe? Tel est l'objet d'une question toujours pressante. Elles se rejoignent toutes dans cette seule, la plus grave. Même au sein des peuples qui paraissent projetés de s'entre-détruire, c'est au fond la même menace que l'on médite. Quoi qu'il advienne, il est sage de regarder la catastrophe en face et la manière dont on pourrait y être entraîné. C'est un exercice spirituel. Si nous nous y appliquons, la crainte s'affaiblira. C'est un premier pas, un grand pas vers la liberté. L'exercice n'a pas seulement pour l'individu des vertus curatives, il prévient le danger, car à mesure que la crainte s'atténue en chacun, la vraisemblance de la catastrophe devient moindre. La doctrine des forêts est antique, comme l'histoire des hommes, et même plus vieille qu'elle. Elle se trouve déjà dans les témoignages vénérables que nous ne savons encore lire qu'en partie, dans les caractères gravés sur la pierre. Elle donne les grands thèmes des contes, des légendes, des textes sacrés, des mystères. Si nous rattachons le conte à l'âge de la pierre, le mythe à l'âge du bronze et l'histoire à l'âge du fer, nous rencontrerons partout cette doctrine, pourvu que nos yeux soient ouverts à elle. L'homme s'est enfoncé trop profondément dans le monde des constructions. Il se vend en dessous de sa valeur et perd pied. Il se rapproche ainsi des catastrophes, des grands périls, de la souffrance. Il le pousse dans les provinces sans voie, il l'achemine à sa perte. Mais, fait étrange, c'est là justement, proscrit, condamné, fugitif,
qu'il se rencontre lui-même, en sa substance impérissable et indivisible. Il perce alors à jour les fictions du temps et de l'esprit pour se connaître dans toute sa puissance. La forêt secrète. Le mot est l'un de ceux, dans notre langage, qui recèlent ces contradictions. Le secret, c'est l'intime, le foyer bien clos, la citadelle de sécurité. C'est aussi la clandestinité. Et ce sens le rapproche de l'insolite, de l'équivoque. Quand nous rencontrons de telles racines, nous pouvons être sûrs qu'elles trahissent la grande antithèse et l'identité plus grande encore de la vie et de la mort, que les mystères s'attachent à déchiffrer. Il est dans la nature des choses que l'éducation s'assigne de nos jours des fins toutes contraires. Jamais l'enseignement de l'histoire n'avait été soumis à des vues aussi étranges. Tous les systèmes visent à endiguer le flux métaphysique, à dompter et à dresser l'être selon les normes de la collectivité. L'extrême solitude de l'individu est l'un des traits de notre temps. Il se trouve cerné, enserré, pris par la peur qui le presse de plus en plus à la manière d'une muraille. Que peut donc gagner notre contemporain à se laisser guider par l'exemple des vainqueurs de la mort, des dieux, des héros et des sages? Cela implique qu'il prend part à la résistance contre le temps, et non pas seulement contre le nôtre, mais toute espèce de temps, qui tire de la crainte sa force première. Toute crainte, sous quelque forme dérivée qu'elle se manifeste, est au fond crainte de la mort. Si l'homme réussit à gagner sur elle du terrain, sa liberté se fera sentir en tout autre domaine régi par la crainte. Il renversera dès lors les géants dont l'arme est la terreur, lutte qui, elle aussi, s'est toujours répétée au cours de l'histoire. Le rebelle ne peut se permettre l'indifférence, signe d'une époque révolue. Le recours aux forêts mène à de graves décisions. Le rebelle a pour tâche de fixer la mesure de liberté qui vaudra dans les temps à venir, en dépit de Léviathan, adversaire dont il n'entamera pas le pouvoir à coups de concept. La résistance du rebelle est absolue. Elle ne connaît pas de neutralité. Il ne s'attend pas à ce que l'ennemi se montre sensible aux arguments, encore moins à ce qu'il s'astreigne à des règles de chevalerie. Et on est dans quoi? Dans le Kali-Yuga de l'Inde ancienne, la dissolution, l'âge sombre, le temps du chaos, le temps du loup chez les Scandinaves, peu importe les formes qui ont été données à ce grand basculement qui a privé l'homme de sa liberté et qui est devenu l'esclave d'un système qui apparemment lui montre un certain bien-être, une façon de vivre, une certaine sécurité, mais qui n'est qu'une apparence. On le voit tout au long du texte de Junger. Je répète que ce texte est quasiment introuvable. C'est même pas quasiment, il n'est plus publié. Il n'existe que dans l'édition de la Pléiade. Les premières éditions chez Bourgois, édition de poche du Seuil, tout ça, ça n'existe plus. Sur les sites et les forums sur le net, cherchez le traité du rebelle ou le recours aux forêts, Junger. Il n'est pas disponible et on précise même qu'on ne sait même pas s'il le sera un jour. Alors si vous voulez vous acheter le Pléiade ou l'œuvre complète de Junger pour voir ce texte qui ne fait qu'une 200 pages, maxi, même pas, vous pouvez le faire. Alors je trouve étonnant que ce texte ne soit plus depuis très longtemps disponible en librairie et même sur les sites de vente, sur le net, là où l'on cherche habituellement des ouvrages qui ne sont pas réédités mais qu'on trouve en solde, même en solde, nulle part. Junger poursuit: éviter les médecins, sans reposer sur la sagesse du corps, mais prêter à ses avis une oreille attentive, c'est pour le bien portant la meilleure des ordonnances. Il en va de même du rebelle, qui doit s'aguerrir en vue de situations où toute maladie autre que mortelle est considérée comme un luxe. Quoi qu'on pense de ce monde de sécurité sociale, d'assurance maladie, de fabrique de produits pharmaceutiques et de spécialistes, on est plus fort quand on peut se passer de tout cela. Un trait suspect et qui doit inciter à une extrême vigilance est l'influence croissante que commence à exercer l'État sur l'administration de la santé
en se couvrant le plus souvent de prétextes philanthropiques. En outre, le médecin étant, dans bien des cas, relevé de son secret professionnel, il faudra recommander la défiance envers toute consultation. Car on ne sait jamais dans quelle statistique on est classé, ni s'il n'y a pas d'autre que celle des organismes médicaux, toutes ces fabriques de santé, avec des médecins fonctionnaires mal payés, dont les cures sont surveillées par la bureaucratie de la sécurité sociale, sont suspectes et peuvent se muer tout d'un coup en figures inquiétantes, sans même que la guerre les y oblige. Il n'est alors nullement impossible, pour dire le moins, que leurs fichiers scrupuleusement tenus fournissent ces pièces en vue desquelles on pourrait être interné, châtré ou liquidé. Oui, là c'est vraiment le système même d'une société totalitaire, sur ses apparences libérales. Il est inquiétant, poursuit-il, de voir comme les notions et les objets changent de face, souvent à l'improviste, et entraînent d'autres conséquences qu'on ne s'y attendait. C'est un symptôme d'anarchie. Considérons par exemple les droits et libertés de l'individu dans leur rapport à l'autorité. Ils sont définis par la Constitution. Néanmoins, il faut se préparer, et malheureusement pour longtemps encore, à voir ces droits enfreints par l'État, ou par un parti qui mettra l'État sous sa coupe, ou encore par un envahisseur étranger, ou par tous ces attentats combinés. On peut certes dire que les masses, du moins dans notre pays, ne sont plus guère en mesure de percevoir les atteintes à la Constitution. Il semble qu'un match international les préoccupe bien plus vivement que leurs droits fondamentaux. Quand cette conscience s'est perdue, on ne la ranime pas à coups d'artifice. L'atteinte aux droits peut aussi se couvrir de prétextes légaux. Ainsi, quand le parti au pouvoir s'assure une majorité pour modifier la Constitution, la majorité peut à la fois avoir le droit pour elle et fouler aux pieds l'équité, contradiction que ne peuvent concevoir des esprits naïfs. Même dans les plébiscites, il est souvent malaisé de discerner où finit le droit et où commence la force.
Junger poursuit. Spectacle étrange que celui d'un homme seul, ou même de plusieurs, isolés, se mettant en défense contre Léviathan. Et pourtant c'est là qu'apparaissent justement les défauts dans la cuirasse du colosse. Admettons qu'il subsiste encore dans une ville, dans un État, un petit nombre, mais malgré tout un certain nombre, de véritables hommes libres. S'il en était ainsi, l'atteinte à la Constitution n'irait pas sans risque considérable. Le recours aux forêts peut s'opérer à toute heure, en tout lieu, et même contre une supériorité numérique écrasante. Dans ce dernier cas, ce sera la seule résistance que l'on puisse concevoir. Le rebelle n'est pas un soldat. Il ne connaît pas les formes de l'armée ni leur discipline. Sa vie est à la fois plus libre et plus dure que l'existence militaire. Les rebelles se recruteront parmi ceux qui sont résolus à se battre pour une cause, fût-elle perdue. Le cas idéal est celui où leur liberté propre se confond avec celle de leur pays, grand avantage des peuples libres, qui, à mesure que la guerre se prolonge, pèsent de plus en plus lourd dans la balance. Sont encore réduits à recourir aux forêts ceux pour qui toute autre forme d'existence est impossible. L'invasion est suivie de mesures qui menacent de vastes couches de la population. Arrestation, épuration, inscription sur des listes noires. Tout cela accule à la résistance secrète et même ouverte. Un danger particulier est l'infiltration d'éléments criminels. Car le rebelle ne se bat pas selon les lois de la guerre, mais ne lutte pas non plus en gangster. Sa discipline est tout aussi peu militaire. Cette situation exige une autorité ferme et directe. Quant au champ de bataille, la forêt est partout présente. Il existe des forêts au désert, comme dans les villes, où le rebelle vit caché, sous le masque de quelque profession. Il existe des forêts dans sa patrie, comme sur tout autre sol, où il peut déployer sa résistance. Mais il existe surtout des forêts sur les arrières mêmes de l'ennemi. Nous vivons en des temps où la guerre et la paix ne sont plus guère discernables. Les limites de l'obéissance et du crime s'estompent et deviennent de simples nuances. Même les yeux exercés s'y laissent prendre, car la confusion de l'époque, la faute universelle, se mêle à chaque cas particulier. Circonstance aggravante, les princes manquent et les puissants ont tous accédé au pouvoir par les échelons de la lutte des partis. Ce qui réduit de l'abord leur aptitude à des actes qui viseraient au bien de tous, tels que les traités de paix, les jugements, les fêtes, les dons, les accroissements. Les forces veulent au contraire vivre de l'ensemble. Elles sont incapables de le préserver et de lui ajouter un surplus de richesse intérieure, d'être. De là vient que le capital s'effrite entre les mains des factions triomphantes d'une assemblée, au seul profit des vues et des desseins du jour. Recourant aux forêts, on devra se résigner à des crises dont ni la loi ni les mœurs ne sortiront intactes. Les masses suivront la propagande qui les met en rapport technique avec le droit et la morale. Le rebelle n'en fera rien. Dure décision qu'il lui faudra adopter, se réserver en tout temps l'examen de ce pourquoi l'on requiert son acquiescement ou sa participation. Les sacrifices seront considérables, mais s'y attache un gain immédiat de souveraineté. Il est vrai qu'au point où nous en sommes, ce gain ne sera ressenti comme tel que par très peu d'esprits. Pourtant, le règne ne pourra venir que de ceux en qui s'est préservée la science des structures originelles de l'humain, et qu'une supériorité matérielle ne fera renoncer à agir en homme. L'exécution de ce programme demeure l'affaire d'une résistance qui n'a nullement besoin d'être menée à visage découvert. Sans doute, l'une des théories favorites de ceux qui lui sont étrangers est d'exiger d'elle la lutte ouverte. Mais en pratique, cela reviendrait sans doute à livrer aux tyrans la liste des derniers hommes.
Ça, c'est le groupe Tyr, T-Y-R, l'un des noms des dieux de la mythologie nordique, scandinave. Je parle là, ce sont des extraits d'un livre, Le traité du rebelle ou Le recours aux forêts de Junger, un livre que j'ai toujours. Ce sont des extraits, évidemment, on ne va pas lire le livre. Et ce qui m'étonne, et je n'ai pas la réponse, c'est qu'on ne trouve nulle part, je répète, en dehors du Pléiade consacré à Junger, où il y a toute la complète, la correspondance, les livres qu'il a écrits, Orage d'acier, Falaise de marbre, Le nœud gordien, ses journaux, etc. On ne le trouve pas, il était paru en 81 chez Christian Bourgois, puis ensuite on le trouve en poche, dans la collection Le Point Seuil, et puis plus rien. En librairie, vous ne le trouverez pas. Sur les sites de vente sur le net, non plus. Amazon ou autre, peu importe, cherchez, tapez, vous verrez. Si vous tapez sur Amazon, vous verrez cette indication. Nous ne savons pas quand cet article sera de nouveau approvisionné, et la fin est marrante, ni s'il le sera sur Amazon. Donc un livre introuvable, et je me demande bien pourquoi on ne réédite pas, à un prix abordable et non plus dans le Pléiade, Le traité du rebelle de Junger. Donc d'autres extraits tirés de ce livre, lorsqu'il parle de la prise de conscience de l'homme qui se réveille à sa liberté propre, dans un monde de coercition qui l'étouffe, qui le lamine, qui en fait l'esclave d'un système énorme, qu'il appelle Léviathan, c'est le grand Moloch, c'est le rouleau compresseur. Et c'est écrit pourtant dans les années 80, on est en 2013, beaucoup de choses ont changé depuis. On va dire que cette monstruosité qui écrase l'homme a augmenté en puissance. Toujours Junger, extrait du livre, il parle de l'homme prenant conscience de sa liberté propre. Son trouble même et sa crainte le montrent bien. Lorsqu'il se met à la torture pour découvrir une issue, une voie par où fuir, son comportement s'adapte à la proximité et à la grandeur du péril. Lorsqu'il se méfie des devises et s'attache aux objets, il se conduit en homme qui connaît encore la différence entre l'or et l'encre d'imprimerie. Lorsque dans des pays riches et paisibles, une terreur nocturne l'éveille, ce sentiment est aussi naturel que le vertige au bord de l'abîme. Il est absurde de vouloir le convaincre que l'abîme n'existe pas. Et quand on entre en délibération avec soi-même, il est bon d'avoir l'abîme à ses pieds. Junger poursuit. L'homme libre et l'individu doué d'indépendance spirituelle cherchera tôt ou tard comment rompre cet encerclement. Cela demeure son affaire. On ne peut donner des recettes, mais qu'il parvienne à percer ou qu'il se retrouve réduit au subterfuge du temps, tel est le dilemme dont tout le reste découlera. Le rebelle a pour devise « Hic et nunc », ce qui veut dire ici et maintenant, entre autres, car il est l'homme des coups de main, libre et indépendant. Nous avons vu que nous ne pouvons comprendre sous ce type humain qu'une fraction des masses, et pourtant c'est ici que se forme la petite élite, capable de résister à l'automatisme, qui tiendra en échec le déploiement de la force brute. C'est la liberté ancienne. Le mot « ancienne » est écrit en italique dans le texte. Vêtue à la mode du temps. La liberté substantielle, élémentaire, qui se réveille au cœur des peuples quand la tyrannie des partis et des conquérants étrangers pèse sur leur pays. Il ne s'agit pas seulement de cette liberté qui proteste ou émigre, mais d'une liberté qui décide d'engager la lutte. Le rebelle ne peut se permettre l'indifférence, signe d'une époque révolue. Je l'ai lu précédemment, c'est les lignes qui font suite. Le recours aux forêts, il précise, c'est quand même important, c'est un acte qui engage. Le recours aux forêts mène à de graves décisions. Je redis, le rebelle a pour tâche de fixer la mesure de liberté qui vaudra dans les temps à venir, en dépit de Léviathan. Et en parlant de Léviathan, il dit bien adversaire dont il n'entamera pas le pouvoir à coup de concept. La résistance du rebelle est absolue. Elle ne connaît pas de neutralité. Il ne s'attend pas à ce que l'ennemi se montre sensible à ses arguments, encore moins à ce qu'il s'astreigne à des règles chevaleresques.
C'est un texte qui n'est pas très ancien, des années 80, mais qui est un texte comme un alcool fort, prise de conscience oubliée, réveil de soi-même, et puis face à, dans un univers coercitif, une façon d'entrer en résistance. Le recours aux forêts, c'est le recours aux forêts de façon géographique, si l'on veut, mais à l'intérieur de soi-même aussi. La forêt est aussi à l'intérieur. Le groupe Clannad, un groupe irlandais. Clannad, qui veut dire clan. J'ai ramené ça il y a longtemps d'Irlande. Toujours Junger, dans l'ordre du temps, toute modification du nécessaire entraîne une mutation de la liberté. De là vient que les principes de 1789
pour autant qu'ils définissent la liberté, sont caduques et n'arrivent plus à s'affirmer en face de la contrainte. Mais la liberté, elle, est impérissable, bien qu'elle emprunte toujours les vêtements du temps. Puis il faut toujours la conquérir à nouveau. La liberté héréditaire doit être incarnée dans les formes que prescrit la rencontre avec la nécessité historique. Or, nous devons avouer que l'incarnation de la liberté de nos jours est particulièrement difficile. La résistance exige de grands sacrifices, d'où le nombre écrasant de ceux qui lui préfèrent la contrainte. Mais l'histoire authentique ne peut être faite que par des hommes libres. Le lieu de la liberté est bien différent de la simple opposition. Ce n'est pas non plus l'un de ceux que l'on atteint par la fuite. Nous l'avons appelé la forêt. D'autres moyens s'y trouvent qu'un nom tracé dans la case qui lui a été assignée. Sans doute, nous l'avons vu, au point où nous en sommes, un homme sur 100 peut-être se montrera capable de recourir aux forêts. Mais il n'est pas question ici de rapport numérique. Quand un théâtre flambe, il suffit d'un esprit lucide, d'un cœur ferme, pour arrêter la panique de milliers d'êtres qui risquent de se piétiner les uns les autres et cèdent à une terreur bestiale. Si nous parlons ici de l'individu, c'est en songeant à l'être humain, sans donner à ce terme la nuance qu'il a prise au cours des 2 derniers siècles. Nous voulons parler de l'homme libre, tel qu'il sort des mains de Dieu. Il n'est pas l'exception, il ne représente une élite, loin de là, car il se cache en tout homme, et les différences n'existent que dans la mesure où chaque individu sait actualiser cette liberté qu'il a reçue en don. Lorsqu'il parle d'un don de Dieu, ou en vieux païen que je parle d'un don des dieux au pluriel, on fait référence aux mêmes puissances extérieures ou visibles que l'homme perçoit, qui sont les soubassements de la réalité, qui fonctionnent une espèce de radiation comme ça, qui monte, qui envahissent l'individu conscient, le remplissent, et lui donnent de nouveau une vastitude, et non pas le fait d'être engoncé, prisonnier, ligoté, enfermé, perdu, appelant au secours, ou misérable, pleurant dans son coin, ou avec une colère rentrée qu'il n'arrive pas à faire exploser, parce que le système existe avec sa coercition et peut s'opposer à l'homme réellement libre. Parce que l'homme libre fait toujours peur. Je parle de la vraie liberté, pas la liberté de marcher dans la rue, ni d'aller acheter ton pain. Tout ça, c'est le formatage sur des rails déjà définis. Et ce que Junger raconte là, je ne vois pas en quoi c'est un texte qui pourrait être un texte incendiaire. C'est un texte de profonde réflexion sur la liberté de l'homme face à la coercition et à la manière de retrouver en soi, à l'intérieur de soi, la liberté. Non pas ce mot vague comme ça qu'on écrit sur les murs, liberté, égalité, fraternité. Une liberté qui s'enracine dans le spirituel, peu importe les formes qu'elle prend. Il a parlé de Dieu, je peux parler des dieux, peu importe. Le spirituel, c'est-à-dire cette dimension secrète et cachée de l'homme qui lui donne, comme le feu qui va s'éteindre et qu'une bûche de bois ranime, c'est en ça que l'homme se réveille de nouveau, en prenant des risques, parce qu'on ne peut pas affronter Léviathan, c'est le mot qu'il utilise, sans risquer beaucoup. De là, sa perception d'une résistance, on va dire, quasiment clandestine. Parce que l'opposition frontale, c'est étant minoritaire, mon vieux, tu ne peux rien faire, hein, ou bien passer pour un fou. Donc, ce livre de Junger, qui est un grand livre, parmi toute son œuvre, qui est disponible partout, on peut trouver toute son œuvre, à la FNAC, chez Virgin, où tu veux. Le traité du rebelle, ou le recours aux forêts, il est nulle part, depuis pas mal d'années déjà. J'en ai un exemplaire, mais j'ai vu qu'on ne le trouvait plus. Et je me pose encore une fois la question, est-ce qu'il y a une volonté qui fait que ce livre ne soit plus disponible? Puisque je répète ce que disait le site Amazon, le livre, le produit, c'est un produit, hein, voilà. C'est le système Léviathan dont parle Junger, c'est l'utilisation du mot produit pour une œuvre.
Ce produit n'est plus disponible. Bon, ça, c'est la formule classique. Et on ne sait pas s'il le sera un jour. Attends, je rêve ou quoi? Ça veut dire qu'il a été complètement zappé. On va même dire censuré, de façon subtile. Alors il est dans le Pléiade. Mais le Pléiade, il coûte très cher. C'est pour ceux qui veulent une approche livresque, littéraire ou personnelle. Mais le livre qui coûte quelques euros, que tu as à disposition, que tu mets dans ta poche, que tu peux emporter et lire à tout moment, qui ne te demande pas un sacrifice financier important, qui est un élément aussi essentiel que l'eau que tu bois, l'eau, quand elle n'est pas polluée, ce qui n'est plus... Aujourd'hui, c'est encore une autre histoire, ça. Je veux dire, une nourriture essentielle. Une nourriture essentielle, ça se donne même. Hein? On a bien vu une époque où des catholiques, des évangélistes distribuaient gratuitement des Bibles. On pourrait distribuer gratuitement le traité du rebelle de Junger, ou le remettre en circulation dans les librairies à un prix normal. Édition de poche, comme il était avant. Au Seuil, Point Seuil, pourquoi il ne le réédite pas? Chez Bourgois, pourquoi il ne le réédite pas? Peu importe la forme. Alors il est en Pléiade, il faut se payer à un prix très cher l'énorme œuvre complète de Junger pour y avoir accès. Et je ne suis... Alors, il faudrait qu'on me confirme s'il est vraiment dans le Pléiade. Moi, je n'ai pas le Pléiade de Junger, les œuvres complètes, donc je ne sais pas, même pas si le traité du rebelle est à l'intérieur. Ce serait bien que vous puissiez faire une recherche et le confirmer. Oui, un grand livre, je précise, un grand livre, parce qu'il est d'actualité. Il est d'actualité, il est même plus que jamais d'actualité.
Toujours des extraits du livre de Junger, Le traité du rebelle, ou Le recours aux forêts. Quand toutes les institutions deviennent équivoques, voire suspectes, et que dans les églises mêmes on entend prier publiquement, non pour les persécutés, mais pour les persécuteurs, c'est alors que la responsabilité morale passe à l'individu, ou pour mieux dire, à l'individu qui ne s'est pas encore laissé abattre. Le rebelle est l'individu concret, agissant dans le cas concret. Il n'a pas besoin de théories, de lois forgées par les juristes du parti pour savoir où se trouve le droit. Il descend jusqu'aux sources de la moralité, qui n'ont pas encore divisé les canaux des institutions. Tout y devient simple, s'il survit en lui quelque pureté. Nous avons vu que la grande surprise des forêts est la rencontre avec soi-même, le noyau inaltérable du moi, l'essence dont se nourrit le phénomène temporel et individuel. Cette rencontre, qui peut tout faire pour la guérison et le triomphe sur la crainte, tient aussi en morale le rang le plus haut, car elle mène jusqu'à cette strate qui fonde toute vie sociale et contient depuis les origines toute communauté. Le problème véritable vient plutôt de ce que la grande majorité ne veut pas de la liberté, de ce qu'elle en a même peur. Il faut être libre pour le devenir, car la liberté est existence, et surtout acquiescement raisonné à l'existence et désir ressenti comme un destin de la réaliser. L'homme est alors libre, et le monde, empli de despotisme et de moyens de contrainte, doit désormais contribuer à rendre la liberté visible dans sa splendeur entière. La liberté nouvelle est, EST, est liberté ancienne, absolue, sous le vêtement du temps, car l'a menée sans cesse à son triomphe, malgré toutes les ruses de l'esprit du temps. Tel est le sens du monde historique. Je rappelle donc texte introuvable de Junger, qui est un grand auteur des Falaises de marbre, du Nœud gordien, de ce fameux livre qu'on lisait dans les années 70, je me souviens, qui s'appelait « Drogue et approche de l'ivresse », sur la modification des perceptions. Le cœur aventureux, un grand livre aussi, Orage d'acier, ses souvenirs de la Première Guerre mondiale, ses journaux. Et cette rencontre étonnante avec Mitterrand en 1995, à l'Élysée. Mitterrand le reçoit alors qu'il est pour son 100e anniversaire, il a 100 ans, Junger, il vient à l'Élysée. Mitterrand voulait à tout prix le rencontrer, il le rencontre donc, il le fait venir à l'Élysée. On est en 1995, et Junger meurt en 1997, peu de temps après, à 102 ans, dans son sommeil. Et je voudrais rappeler ces phrases importantes qui ouvrent le livre. Et rebelle par conséquent quiconque est mis par la loi de sa nature en rapport avec la liberté, relation qu'il entraîne dans le temps à une révolte contre l'automatisme et à un refus d'en admettre la conséquence éthique, le fatalisme. À le prendre ainsi, nous serons aussitôt frappés par la place que tient le recours aux forêts, et dans la pensée et dans la réalité de nos ans. Car chacun se trouve à l'heure actuelle sous le coup de la contrainte, et ses efforts pour lui faire échec ressemblent à des expériences téméraires, dont dépend bien plus encore que le destin de ceux qui ont assumé ce risque. Et il précise que ce mot rebelle, d'où il le prend, j'ai traduit par rebelle, faute d'un équivalent français tout à fait exact, le mot allemand de Walganger, emprunté lui-même à une coutume de l'ancienne Islande. Le proscrit norvégien, dans le haut Moyen-Âge scandinave, avait recours aux forêts. L'ancienne Islande, d'où vient le groupe Tyrd, entre autres, qu'on vient d'écouter juste avant, plutôt des îles Féroé, un peu en dessous de l'Islande, qui chantent bien souvent, pas dans ce morceau-là, mais le plus souvent dans la langue des autochtones, des îles Féroé, dans sa langue originelle. À supposer même que le néant triomphe dans la pire de ses formes, une différence subsiste alors, aussi radicale que celle du jour et de la nuit. D'un côté, le chemin s'élève vers des royaumes, le sacrifice de la vie,
ou le destin du combattant qui succombe sans lâcher ses armes. De l'autre, il descend vers les bas-fonds des camps d'esclavage et des abattoirs, où les primitifs concluent avec la technique une alliance meurtrière, où l'on n'est plus un destin, mais rien qu'un numéro de plus. Or, avoir son destin propre, ou se laisser traiter comme un numéro, tel est le dilemme de chacun. Tel est le dilemme que chacun doit résoudre de nos jours, et qu'il est le seul à pouvoir trancher. La personne est toujours exactement pourvue de la même souveraineté qu'en toute autre période de l'histoire. Peut-être même est-elle plus forte que jamais. Oui, il veut dire que la personne aujourd'hui est pourvue, alors qu'il se croit perdu, perdant, esclave de ce système, est pourvue de la même souveraineté, dit-il, qu'en toute autre période de l'histoire. Ce qui nous rassure, et il précise même, peut-être même est-elle plus forte que jamais, ce qui est un véritable alcool fort. Et cette dernière page, déjà lue au début de l'émission, le lieu de la liberté est bien différent de la simple opposition. Ce n'est pas non plus l'un de ceux que l'on atteint par la fuite. Nous l'avons appelé la forêt. D'autres moyens s'y trouvent qu'un nom tracé dans la case qui lui a été assigné. Sans doute, nous l'avons vu, au point où nous en sommes, un homme sur 100 peut-être se montrera capable de recourir aux forêts. Mais il n'est pas question ici de rapport numérique. Et je répète, plutôt c'est Junger qui répète, quand un théâtre flambe, il suffit d'un esprit lucide, d'un cœur ferme, pour arrêter la panique de milliers d'êtres qui risquent de se piétiner l'un l'autre et cèdent à une terreur bestiale. Si nous parlons ici de l'individu, c'est en songeant à l'être humain, sans donner à ce terme la nuance qu'il a prise au cours des 2 derniers siècles. Nous voulons parler d'un homme libre, tel qu'il sort des mains de Dieu ou d'un Dieu, peu importe, de cet autre, ces arrière-mondes qui sont en nous, ici et maintenant, présents à tout jamais, qui ne sont pas dans les lointaines distances, qui nous collent comme une tunique de Nessus, et nous brûlent, nous dévorent et nous réveillent, pour ceux qui ont la conscience de ce qu'ils sont profondément, au-delà de leur forme apparente et des contingences matérielles limitées du temps tel qu'il nous est proposé aujourd'hui. Sa linéarité, les cases, les enfermements, les nominations, les étiquettes, enfin, tout ce qui fait de l'individu, tout ce qu'il compartimente. Compartimenter un individu, c'est diviser sa liberté, c'est l'éclater, c'est le dissoudre, c'est le pulvériser. Mais s'il reste ce gramme d'or pur, cette pureté dont il parle, ce feu à l'intérieur, alors rien n'est jamais perdu, puisque le feu, qui n'est jamais éteint, renaît toujours de ses cendres, de ses braises. Et il dit, cet homme-là n'est pas l'exception, ni ne représente une élite, loin de là, car il se cache en tout homme, et les différences n'existent que dans la mesure où chaque individu sait actualiser cette liberté qu'il a reçue en don. L'actualiser, c'est-à-dire la faire ressurgir dans le temps présent, aujourd'hui, dans cette modernité écrasante, étouffante, telle qu'elle a toujours été, perdue, oubliée. Le traité du rebelle ou le recours aux forêts, c'est un livre à retrouver, et bonne chance pour ceux qui vont chercher sur le net, qui vont essayer de trouver ce livre, qu'ils ne trouveront pas, ni en librairie, ni sur les sites de vente, et peut-être dans le Pléiade, œuvre complète de Junger, je n'en suis pas sûr, il faudrait regarder, contrôler. La question que je me pose, c'est donc pourquoi ce livre n'est plus publié depuis très longtemps déjà, et pourquoi, je le redis une 3e fois, sur un site comme Amazon, il est dit, phrase curieuse, nous ne savons pas quand cet article sera de nouveau approvisionné, d'accord, ni s'il le sera un jour. Ça veut dire quoi, ça? Qu'on a passé un texte fondamental, important, qui est une arme du réveil, à la trappe, une fois de plus, pour désarmer l'individu et le laisser dans sa condition d'esclave du système, de ce système qui l'étouffe, et en fait quoi? Comme dit Junger, non pas un destin. Nous avons tous droit à un destin, nous avons même pas droit, nous sommes emportés dans un grand mouvement de vie que les anciens appelaient Liefkraft, la force de vie, qui est le destin. Il dit non pas un destin,
L'homme n'a plus de destin. Il est un numéro, ce que dit Junger. Alors, retrouver un destin, c'est retrouver la dimension supérieure de l'homme, celle qui échappe aux petits faiseurs doctrinaires qui ont le pouvoir, mais qui ne sont que des marionnettes, sans épaisseur, sans consistance, sans force intérieure. Ils sont vidés de l'intérieur, en vérité. La flamme dont on parle, elle n'est pas en eux. Elle n'est pas en eux. Bien sûr que non, puisque leurs intérêts sont des intérêts partisans, matériels, les privilèges, le pouvoir, l'argent, ben, tout ce qui fait le petit homme, tout ce qui caractérise le petit homme dans sa bassesse, dans sa nullité même, on pourrait dire, même s'il a le pouvoir, s'oppose à lui, celui qui pratique ce que Junger appelle le recours aux forêts, dans son fameux traité du rebelle. Alan Stivell. Ça vient de la lointaine Bretagne, mais vivante aujourd'hui, en 2013. On the top of the hills. Now hit the bomb battle, hit the god azur, and one me walk my azur, way azur and on me. All the nights passing through, from the sky houses and night blue. All the sands
Le vent qui souffle sur la lande, une réalité vivante, physique, quasiment organique, qui n'appartient pas aux ersatz et au feu d'artifice du monde moderne. Ce sont de vraies réalités secrètes, mystérieuses, pas comme on croit, apprivoisées par la science peut-être, mais elles disent aussi autre chose. C'est une vision qu'on a perdue. Je voudrais terminer en citant de nouveau un extrait que j'ai lu en tout début d'émission du traité du rebelle de Junger, que l'on pourrait graver avec un burin de feu, comme les nouvelles tables de la loi quelque part, quand il dit, et c'est valable pour, bien sûr, ça résonne, ça fait écho profondément avec le monde tel qu'il est aujourd'hui dans lequel nous sommes. Nous sommes entraînés dans une catastrophe universelle, où l'on ne peut guère dire, et moins encore prophétiser, quels sont les vrais vainqueurs et quels sont les vaincus. Nous en sommes bien plutôt parvenus au point où le simple, l'homme de la rue, que nous rencontrons chaque jour et en tout lieu, a mieux pénétré la situation que tous les gouvernements et tous les théoriciens. C'est qu'en lui subsistent les traces d'un savoir plus profond que les lieux communs du temps, de sorte qu'on adopte dans les conférences et les congrès des résolutions bien plus stupides et bien plus hasardeuses que ne le serait la sentence du premier venu. Et pour finir, enfonçons le clou avec ces paroles de Junger, c'est important. Le rebelle, c'est un avertissement et une prise de décision, bien sûr, en même temps, sachant où on va, ce que l'on fait, ce que l'on va faire, une lucidité. Le rebelle ne peut se permettre l'indifférence, signe d'une époque révolue. Le recours aux forêts mène à de graves décisions. Le rebelle a pour tâche de fixer la mesure de liberté qui vaudra dans les temps à venir, en dépit de Léviathan. Adversaire, donc il n'entamera pas le pouvoir à coups de concept. La résistance du rebelle est absolue, elle ne connaît pas de neutralité. Il ne s'attend pas à ce que l'ennemi se montre sensible à ses arguments, encore moins à ce qu'il s'astreigne à des règles chevaleresques. Tout est posé, tout est dit. À toi de faire ton choix dans tout ça. Rester l'esclave pleurnichard qui souffre, qui étouffe du système, ou avoir le courage des grandes décisions, c'est ce que propose Junger dans son traité du rebelle. Le groupe tire. Et dans la langue des îles Féroé.
og skrøyninger fram. Jeg samme hvert du vil, der veit og stå støyre svøn, men han kjere over til, og enne vet halde støyre svøn, han så vidt, halda vid og plass, trellmålen og sport som jakka vid Jean-Paul Bourg, vous êtes sur Radio Ici Maintenant. Eh bien sûr, une émission un peu spéciale puisque Lisandre est absent et je prends la technique un petit peu à l'emporte-pièce. Il y a longtemps, je ne peux pas passer du côté des manettes. Donc c'était une lecture et non pas une émission comme je l'ai construit habituellement à partir du livre de Junger, Le traité du rebelle ou le recours aux forêts. Et je répète, livre introuvable aujourd'hui, depuis longtemps déjà. Et la prochaine fois, dans 15 jours, une nouvelle émission. Je n'ai pas encore le sujet, mais sans doute avec des invités. Pas d'appel ce soir. Bon, c'est une émission un peu particulière, je le répète. On aurait pu ouvrir à l'antenne sur Junger et parler de lui, mais bon. Vous interviendrez la prochaine fois dans l'émission, dans 15 jours, que je ferai avec des invités. Je n'ai pas encore le sujet, on va voir, on verra, mais bon. On se retrouve donc pas le jeudi qui suit, mais le jeudi prochain. Cette émission, vous la retrouverez non pas en vidéo, demain, mais en rediffusion à 19h sur le site de la radio, d'ici et maintenant. Merci de votre écoute, parce qu'il fallait vraiment écouter, là, tendre l'oreille, hein, c'est autre chose, essayer de comprendre ce que Junger veut dire. Merci de votre écoute, votre acuité, votre perception de ce qui a été dit. Et restons libres et vigilants, veilleurs, sur les crêtes. Attendons quoi? Comme disait un poète il y a longtemps, les grands orages. Le groupe Clannad, dans langue gaélique cette fois-ci. Et à jeudi dans 15 jours. Et restez à l'écoute, ici maintenant on continue, après mon départ, hein, la radio poursuit, une émission va suivre dans quelques instants. She do suffer on my lady, while it's my baby, you know, but I'm honey, she's